La question qu'on se pose aujourd'hui, elle est cash, presque brutale. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun roule-t-il pour le président Biya? Ouf, oui, c'est une accusation qui circule et qui vise vraiment le cœur d'un des principaux mouvements d'opposition. Forcément, ça demande une réponse. Et pour y voir plus clair, on a mis la main sur un document fascinant. C'est une lettre ouverte, une sorte de mise au point officielle. Signée par Mamadou Mota, qui est le président par intérim du MRC. Exactement. Et elle est adressée au professeur Aimé Boni, une figure de la société civile qui a un peu relayé ces interrogations. Et tout ce bazar, ça a démarré à cause de propos tenus par un membre du parti, Engelbert Dachwa. C'est ça qui a mis le feu aux poudres. Voilà. Notre mission aujourd'hui, c'est de plonger dans cette réponse pour comprendre le jeu politique qui se joue. Est-ce que c'est juste une opération de com pour éteindre un incendie, ou est-ce que ça nous révèle leur vraie stratégie? C'est un vrai cas d'école. On est en plein dans ce qu'on appelle la communication de crise, mais c'est bien plus que ça. Cette lettre, c'est une fenêtre ouverte sur l'ADN d'un parti d'opposition qui est constamment sous pression. Chaque phrase est calculée, quoi. Pas seulement pour se défendre, j'imagine. Non, surtout pour tenter de reprendre la main sur le récit. Face à une accusation aussi grave, la trahison en gros, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Bon, alors allons-y. Première étape, l'incendie à éteindre. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? J'imagine qu'ils ne font pas dans la dentelle. Pas du tout. La réponse est immédiate et chirurgicale. Mamadou Mota écrit noir sur blanc que les déclarations d'Engelbert Dachwa, je cite, n'engagent en rien le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Une coupure nette. Net, total, sans ambiguïté. Il ne cherche même pas à expliquer, à contextualiser. Ou à excuser. Non, c'est un mur, un pare-feu. Il dit fin de la discussion. Classique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il donne une justification qui, je trouve, en dit long. Il rappelle que le MRC a retiré ses communicants de la scène depuis un moment. Est-ce que c'est juste une excuse un peu facile, du genre on ne contrôle pas tout le monde? Alors, c'est là que ça devient subtil. C'est bien plus qu'une excuse. C'est un message codé envoyé à tout le monde. À leurs partisans, à leurs détracteurs, aux journalistes. C'est-à-dire? En substance, il dit « On a volontairement cadenassé notre communication officielle pour éviter précisément ce genre de dérapage. Notre parole est rare et contrôlée. Ah d'accord. » Donc, si vous entendez quelqu'un s'exprimer au nom du MRC et que ce n'est pas le président ou un porte-parole officiel, considérez que c'est du bruit. C'est une manière de réaffirmer une discipline de fer. D'accord, donc c'est une reprise en main autoritaire de la communication. Mais est-ce qu'en imposant une ligne aussi stricte, un parti ne risque pas de tuer le débat interne, de donner l'impression d'une structure hyper verticale où seule la parole du chef compte? Ça peut aussi se retourner contre eux, hein. Un risque énorme, et c'est le paradoxe de beaucoup de mouvements d'opposition. Dans un environnement politique où le moindre mot peut être déformé et utilisé par l'adversaire pour discréditer tout le mouvement, le contrôle est vu comme une question de survie. La lettre le dit d'ailleurs explicitement, hein, le parti prendra les mesures nécessaires pour s'assurer que tout le monde reste dans les clous. C'est un signal très fort envoyé en interne. La récréation est terminée, en gros. C'est ça. Ils préfèrent prendre le risque de paraître rigides plutôt que de laisser une faille dans leur armure. Ça se tient. Donc, ils ferment les rangs pour contenir la crise. Mais une fois que le pare-feu est en place, est-ce qu'ils se contentent de défendre ou est-ce qu'ils en profitent pour passer à l'offensive? C'est exactement le pivot, la lettre. La première partie, c'est de la défense pure, hein. On colmate la brèche. La deuxième partie, c'est une contre-attaque rhétorique. Après avoir dit ce que le parti n'est pas une collection de voix discordantes, Mota s'attelle à redéfinir ce que le parti est. Et il le fait en articulant le combat autour de deux grands piliers, si j'ai bien compris. Exactement. Le premier, j'imagine, c'est le classique de toute opposition. Virer le pouvoir en place. Oui, c'est le pilier politique. La lettre parle de l'alternance démocratique pour mettre fin à un régime jugé obsolète et incapable. C'est la base, le b.a.-ba. D'accord. Mais c'est le second pilier qui est le plus intéressant, car il répond directement à l'accusation de rouler pour ses propres intérêts. C'est-à-dire? C'est le pilier de la justice sociale, mais pas n'importe comment. Il insiste sur une justice pour tous les Camerounais. Et là, il y a une phrase qui est conçue pour marquer les esprits. Laquelle? Je cite, « Ce paramètre de la justice est, pour nous, une valeur fondamentale et ne saurait être variable en fonction du citoyen qui en est victime. En clair, la justice ne doit pas avoir de couleur politique. »
C'est un beau principe sur le papier, cette justice pour tous. Mais en politique, les belles déclarations, on en entend tous les jours. Est-ce que ce n'est pas juste un coup de com' un peu facile pour se donner le beau rôle? C'est une objection légitime. Sauf qu'ils essayent de blinder cet argument avec des exemples très concrets et politiquement chargés. Ah oui, La lettre dit que cette justice doit s'appliquer de la même manière à Maurice Kamto, leur propre leader, logique. qu'à Issa Tiroma Bakari. Ah oui, quand même. Chiroma, ce n'est pas n'importe qui. C'est une figure historiquement associée au pouvoir. Exactement. Et en le citant, le MRC tente une manœuvre audacieuse. Laquelle? Ils essaient de se placer au-dessus de la mêlée. Le message subliminal est: notre combat n'est pas un combat de personnes ou de clans. Il porte sur les principes. La preuve, nous défendons les droits de nos adversaires avec la même vigueur que les nôtres. C'est ça. Ça permet de contrer l'idée qu'ils ne se battent que pour leur propre chapelle. C'est une façon de dire: regardez notre hauteur de vue. Peut-on vraiment nous accuser de basses manœuvres politiciennes quand on défend un tel principe? C'est très habile. D'accord, je vois. C'est une manière de construire une légitimité morale avant d'aborder le cœur de l'accusation. Et il est vient à cette accusation. La réponse à la question « Le MRC roule-t-il pour Biya ?» elle est comment? C'est un non retentissant. Mais un non ne suffit pas, bien sûr. Non, il faut le justifier. Et il ne le justifie pas avec des promesses, mais avec le passé. C'est tout l'argument. La lettre ancre ce non dans l'histoire du parti. Dans leur trajectoire politique, comme ils disent. Exactement, celle du professeur Maurice Comteau et des milliers de militants. Elle énumère les preuves de leur opposition, la dénonciation de la fraude électorale de 2018, les manifestations, les incarcérations de masse. Les assignations à résidence, les sacrifices personnels, chaque point est une cicatrice qu'ils exhibent. C'est l'argument du sang et des larmes, en quelque sorte. Oui, l'idée que leur souffrance passée est la meilleure preuve de leur sincérité présente. Voilà. Le message sous-jacent est presque insulté. Comment osez-vous nous poser cette question? Regardez nos prisonniers, regardez nous blessés. Regardez les sacrifices que nous avons faits. Ces cicatrices sont la preuve irréfutable que nous ne collaborons pas avec le régime, nous le combattons et nous en payons le prix fort. C'est un argument émotionnel très puissant qui vise à rendre l'accusation non seulement fausse, mais indécente. Ce qui nous amène à la partie la plus complexe. Si leur opposition est si frontale, si documentée par des sacrifices, pourquoi cette question se pose-t-elle encore? On arrive au nœud du problème, leur stratégie politique, notamment sur les élections. On y est. C'est le point qui sème le trouble. Et c'est là que se trouve la source de l'accusation. Pour bien comprendre, il faut parler du fameux code électoral. Justement, avant qu'on plonge dedans, est-ce que tu peux nous rappeler en 2 mots pourquoi ce code électoral est le nerf de la guerre au Cameroun depuis si longtemps? Pourquoi ce point de blocage? Pour faire simple, l'opposition considère que le code électoral actuel est un système verrouillé, conçu pour garantir la victoire du parti au pouvoir avant même que le premier bulletin ne soit déposé. D'accord. Il contrôle tout: la composition de l'organe électoral, la proclamation des résultats, le découpage des circonscriptions. Pour le MRC et d'autres, participer à une élection avec ses règles, c'est comme jouer un match de foot où l'arbitre est le capitaine de l'équipe adverse. D'accord, donc le jeu est pipé. Mais la critique qu'on leur fait, c'est qu'en refusant de jouer, ils laissent le terrain complètement vide. Ils garantissent une victoire à 100% à l'adversaire. Vu de l'extérieur, ça peut ressembler à un abandon qui arrange bien le pouvoir. Et c'est la critique la plus sérieuse. Et la lettre y répond par une phrase qui est une tentative de retourner complètement la table. Ah. Mota a écrit: contester le code électoral est un acte contre le régime, pas pour lui. C'est le cœur de leur défense stratégique. Ils prennent l'accusation et la renversent comme un gant. Attends, donc là où beaucoup de gens voient un parti qui boude et qui, de fait, laisse le champ libre au pouvoir, Lui, il nous dit que c'est exactement le contraire. Que ce refus de participer, ce n'est pas de la bouderie, c'est l'acte de guerre politique le plus frontal qu'il puisse mener. d'accord. La logique, expliquée dans la lettre, c'est que participer à ces élections reviendrait à légitimer d'avance une nouvelle mascarade. En y allant, ils donneraient une caution démocratique à un processus qu'ils jugent frauduleux. C'est ça. Leur refus n'est donc pas présenté comme une fuite, mais comme la seule action cohérente pour briser le système. D'accord. Mais c'est un pari extrêmement risqué. L'idée, c'est qu'il vaut mieux n'avoir aucun député, aucune voix institutionnelle, aucun maire, plutôt que de participer et de donner une once de légitimité au système. Il risque de devenir complètement inaudible, non? De disparaître du paysage politique. C'est l'énorme gamble, le pari fou. Et c'est le cœur du dilemme.
Ils font le calcul que la perte à court terme de toute représentation est un sacrifice nécessaire pour atteindre un objectif à long terme, forcer une refonte totale des règles du jeu. Leur thèse, c'est que tant que tu acceptes de jouer dans le système actuel, tu ne fais que le renforcer. Même en le critiquant. Pour reprendre une métaphore, ils ne cherchent pas à gagner une partie de cartes dans un casino où ils savent que le croupier triche. Ils veulent mettre le feu au casino pour le forcer à reconstruire des bases saines. Mettre le feu au casino. L'image est forte. Mais les casinos ont généralement de bons systèmes de sécurité. Concrètement, quel est leur levier pour que ça fonctionne? Si le régime les ignore, s'il organise ses élections sans eux et que la vie continue, ils se retrouvent avec quoi à la fin? Avec rien. C'est le risque absolu de l'isolement et de l'impuissance. Et c'est sans doute pour ça que la fin de la lettre est si nuancée. Ce n'est pas un cri de victoire. C'est presque un appel à l'aide. Presque. Mota conclut en soulignant que la vigilance de la société civile, celle-là même qui les a interpellés, est essentielle. C'est une façon très intelligente de tendre la main. Comment ça? C'est une reconnaissance implicite qu'ils ne peuvent pas y arriver seuls. C'est comme s'ils disaient « On a compris votre scepticisme et on en a besoin. On prend ce chemin dangereux et solitaire, alors continuez à nous surveiller, continuez à nous critiquer, parce que c'est cette pression extérieure, la vôtre, qui peut nous aider à faire plier le régime. Votre vigilance est notre meilleur allié. » Ils transforment la critique en une collaboration potentielle. Exactement. C'est une manière de dire « Ne nous laissez pas tomber », même si vous doutez de notre stratégie. Si on fait le bilan de tout ça, c'est une réponse en 3 temps, une sorte de fusée. C'est une bonne image, oui. Le premier étage, c'est la clarification. On met de l'ordre en interne, on verrouille la communication, finit le désordre. C'est la reprise de contrôle. Deuxième étage, le combat idéologique. On rappelle les principes, l'alternance, mais surtout cette idée de justice universelle, pour se draper dans une légitimité morale. Le tout ancré dans l'histoire des sacrifices du parti. Et le troisième étage, le plus puissant et le plus risqué. Et c'est la justification de la stratégie de la rupture. Le refus de jouer le jeu électoral n'est pas une faiblesse, mais l'arme ultime de confrontation pour changer les règles. Un pari du tout ou rien. Voilà. Et toute cette construction est faite pour répondre à une seule question. Simple et dévastatrice. Le document est une défense remarquablement structurée. Absolument. Face à une accusation qui tient en une phrase, ils répondent avec une architecture complexe qui mêle discipline, morale et stratégie. Le but n'est pas seulement de convaincre sur le moment, mais de fournir à leurs partisans un manuel argumentaire pour les mois et les années à venir. Et la lettre se termine sur cette note en saluant la vigilance de la société civile. Ça laisse une question en suspens, une pensée pour la suite. Dans un jeu politique où la confiance est si rare, une clarification par les mots, même aussi bien construite soit-elle, peut-elle vraiment suffire à convaincre les sceptiques? C'est toute la question. Cette lettre, c'est un peu un joueur d'échecs qui explique un sacrifice de pièces très audacieux. Il a exposé toute sa logique, mais au final, la seule chose qui compte, c'est le résultat sur l'échiquier. Est-ce qu'on peut vraiment gagner une partie en refusant de s'asseoir à la table? La question reste entière. La question qu'on se pose aujourd'hui, elle est cash, presque.